Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui pour cet écho. Je suis ravie d'animer cette table ronde qui est donc sur les enjeux de l'eau dans le secteur industriel. Je tiens à remercier les intervenants qui sont ici présents. Nous sommes avec Régis Thé, qui est chef du service industrie, micropolluants, pluvial, assainissement et eau potable de l'agence de l'eau de Seine-Normandie. Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur de l'entreprise Aquacé. Céline Caroli, experte environnement chez France Chimie. Et Emma Aziza, hydrologue et experte en stratégie d'adaptation climatique. Ensemble, nous allons explorer les défis et les opportunités liées à la gestion de l'eau dans le contexte industriel, de la réglementation à l'optimisation. Nous aborderons des sujets tels que la consommation d'eau, le traitement des eaux usées et la réglementation environnementale. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Emma Aziza. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte et nous en dire un petit peu plus sur le contexte climatique et hydrologique en France ? Merci. Allô ? Vous m'entendez ? Ah, super. Le contexte, il est très simple. On a une augmentation des températures continue depuis les années 80. Ça s'accélère en 2000. Et pendant à peu près 15 ans, ça va être plutôt bien géré par le territoire. Ça va être absorbé par un territoire qui va être capable, à un moment donné, de pouvoir gérer ces extrêmes jusqu'au moment où, en fait, on va basculer dans une situation. Cette bascule, elle se situe en 2017. Et là, on va commencer à voir le dérèglement du cycle de l'eau sur la France. Et donc, on a toujours un peu tendance à penser que la France est très, très loin de ces questions de manque d'eau. Durant des années, en tous les cas, ce sont des questions qu'on ne se posait absolument pas. Tout simplement parce qu'on est un pays tempéré, qu'on n'a jamais manqué d'eau, qu'on est cette ceinture de l'Europe entre des pays très humides au nord et des pays très secs et arides et semi-arides au sud. Et dès 2017, on se retrouve avec 10 mois sans pluie. Et 10 mois sans pluie, eh bien, on commence à comprendre tous les impacts, bien sûr d'abord agricoles, c'est souvent ce dont on parle le plus, mais également industriels. Et on commence notamment à voir arriver des questions de restriction d'alimentation en eau potable, et notamment dans les process industriels qui vont devenir un vrai sujet et une véritable vulnérabilité, mais qui ne va pas être prise en compte et en considération par le monde, par le privé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, on va se retrouver avec un hiver très pluvieux, une crue très importante de la Seine, le bassin d'ailleurs francilien qui se retrouve très arrosé, mais également durant le printemps, on arrive avec des situations où nos nappes sont excédentaires de près de 30%. Et donc, on est dans une situation où à ce moment-là, on ne se pose plus de questions. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est une question qu'on se pose en ce moment avec les pluies qui sont tombées, avec ce reste d'ouragan qui vient de traverser la France cette nuit. Eh bien, nécessairement, on est dans une logique où on a l'impression que ça y est, on ne manque plus d'eau, on n'aura plus de problème de sécheresse. Et donc, 2018, c'est une référence intéressante parce qu'il suffit de 3 semaines de canicule durant le mois de juillet pour rebasculer dans une situation de sécheresse historique pire que l'année 2017 où il avait manqué de pluie pendant 10 mois. Et donc, les conséquences territoriales vont être encore plus graves que l'année précédente. Donc, ça veut dire que ce sont des bascules qui vont très vite. On parle maintenant de phénomènes de sécheresse éclair. On en parle un peu partout dans le monde, mais on le voit très clairement aussi en France. Et la France est au cœur de ce système. Pourquoi ? Et là, je redonne peut-être plus un contexte global. Vous savez, les pays qui sont riches en eau, ce sont des pays qui vont être capables de recevoir des quantités de vapeur d'eau très importantes depuis les océans vers les terres. En l'occurrence, la France, eh bien, c'est l'entrée du cycle de l'eau en Europe. Et donc, nous sommes, si vous voulez, cette arrivée qu'on a très bien vu cette nuit, en fait, de quantités de vapeur d'eau qui vont se condenser à un moment donné et qui vont finir par arriver sur Brest. Et ensuite, ces pluies vont se recycler et donneront les pluies qu'on aura sur Strasbourg, puis sur le reste de l'Europe. Quand on est dans des situations anticycloniques qui sont de plus en plus le cas dans des contextes de changement climatique, eh bien à ce moment-là, au lieu d'avoir des apports d'humidité qui vont se recycler, eh bien on fait l'inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, au lieu de gagner de l'eau, on perd de l'eau. Et donc, c'est ce qui s'est passé entre 2017 et 2022. On s'est mis peu à peu à perdre de l'eau sur l'Hexagone. Et donc, au lieu d'avoir des gains, eh bien, en fait, on avait tendance à avoir toute l'humidité qui était
sur nos territoires qui repartait en direction des océans et donc qui repart en fonction de notre vulnérabilité et la manière dont on a aménagé nos territoires. Si on est capable de conserver des zones humides, si on est capable de conserver des territoires qui accueillent le cycle de l'eau, qui laissent la place à la verticalité de l'eau pour que l'eau pénètre dans les territoires, eh bien ce sont des territoires plus résilients. Si vous oubliez le cycle de l'eau dans l'aménagement des territoires, eh bien on se retrouve, comme on l'a vécu en 2022, avec 1300 communes qui ont été en rupture d'alimentation en eau potable en France. Donc la France est le pays qui se réchauffe 20% plus vite que la moyenne planétaire. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Et donc on est au cœur d'une matrice. Et c'est important parce que vous voyez bien qu'on a l'impression qu'on a tellement de pluie que ça ne s'arrêtera jamais. On n'en peut plus. Et depuis le mois de décembre l'année dernière, on a des rivières atmosphériques qui traversent la France. On a des signaux en ce moment, et la NASA nous a donné des signaux clairs. On a 70% de chances que durant la phase hivernale, dans les 3 semaines, 1 mois qui arrivent, on va rebasculer d'un scénario où on était sur un phénomène El Niño qui a tendance à réchauffer l'atmosphère planétaire et à amener des quantités de vapeur d'eau très importantes qui traversent l'océan Atlantique. Et je ne sais pas si vous avez pu voir les images radar, c'est tellement impressionnant à quel point ce cycle de l'eau est totalement relié et à quel point ce qui se passe en Floride arrive directement chez nous. Et en réalité, on a l'impression que c'est d'une facilité déconcertante et on est complètement relié à ces questions-là. Et donc, quand on va basculer sur un phénomène de type La Niña, et donc il y a 70% de chances que ça se passe d'ici 1 mois, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va rebasculer sur des scénarios où on va avoir plutôt des situations d'anticycloniques dominants. Ça veut dire que, au lieu de regagner de l'eau, comme ce que l'on fait depuis 1 an, on va se remettre à perdre de l'eau. Et donc, il faut voir ce risque et il va falloir avoir quelques coups d'avance comme aux échecs. C'est-à-dire que si on veut à un moment donné être dans la prévision, être dans la résilience, il va falloir mettre en place des stratégies et commencer à comprendre que ce qui intéresse le Pacifique et ce qui est à l'autre bout du monde, eh bien, va avoir des conséquences chez nous. Je terminerai peut-être sur un point, c'est à quel point il faut comprendre que le cycle de l'eau, eh bien, il est planétaire, mais il nous concerne tous. Et je vous raconte juste 2 petites histoires qui sont le fruit de 2 études scientifiques qui ont été menées dans le monde. La première, elle s'intéresse à la déforestation au Congo, qui paraît très loin de chez nous. Eh bien, cette déforestation, elle a conduit à assécher les pays environnants, mais surtout, on a découvert que c'est la quantité de vapeur d'eau qui traverse l'océan Atlantique en direction du Brésil et de l'Amazonie qui a tendance à s'amoindrir à cause de cette déforestation. Et donc, cette déforestation contribue à la déforestation amazonienne. Et en l'occurrence, une autre étude nous explique que la déforestation amazonienne, en fait, étant donné que vous allez avoir moins de quantité de vapeur d'eau gérée par cette forêt, eh bien, vous avez des jeux de pression qui ne se jouent plus. Et donc, les courants de jet qui permettent d'avoir des pluies que l'on a bien trop en ce moment dans un contexte particulier, jusque dans l'Europe, eh bien, ont tendance à s'affaiblir. Ça veut dire que détruire l'Amazonie, c'est avoir moins de pluie en France. Et commencer à comprendre que le Congo, l'Amazonie et la France eh bien, sont exactement dans le même panier, c'est déjà commencer à comprendre à quel point nos activités, et en l'occurrence les activités industrielles aussi, eh bien, sont dans un enjeu systémique planétaire qu'il va falloir intégrer. Et à quel point, finalement, tout ça ne fait qu'un et est relié. Par contre, il y a aussi un autre élément, c'est à quel point ce cycle de l'eau peut se jouer à toute petite échelle. Si vous restaurez les équilibres locaux, eh bien, en réalité, vous relancez des microcycles et vous restaurez peut-être une pluie qui tombera à 100 km de chez vous. Mais par contre, cette pluie, elle tombera dans une logique de bassin versant et cette eau finira par revenir et vous concerner directement en sachant que toute l'économie et toute l'industrie mondiale ne peut s'appuyer que sur une seule chose, c'est sur l'eau. Parce que même la question énergétique cache derrière une question d'eau. Voilà, ça c'est peut-être pour brosser un premier portrait et je reviendrai sur d'autres sujets après. Merci. Merci. Régis, tu travailles pour l'Agence de l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte du bassin de la Seine-Normandie ? Oui, merci Romane. Bonjour à toutes et à tous. Donc sur le bassin Seine-Normandie, qu'est-ce que c'est que le bassin Seine-Normandie ? C'est l'ensemble des bassins versants de la Seine et de ses affluents, ainsi que des fleuves côtiers normands. Donc c'est le cycle de l'eau du bassin versant dont vient de parler Emma. Le bassin Seine-Normandie, c'est à peu près 20% du territoire national, 18% pour être exact. Et ça a la particularité d'avoir 18 millions d'habitants,
donc 30% de la population nationale, dont 12 millions sur la région Île-de-France. Donc on a un effet de très grosse pression au niveau du centre du bassin. C'est aussi 40% de l'industrie nationale, donc je rappelle, sur 18% du territoire seulement, 25% de l'activité agricole, toujours sur 18%. Donc on voit bien qu'il y a une pression des activités économiques et de la population. Vous rajoutez à ça la morphologie des cours d'eau, la continuité écologique, donc pour permettre les migrations des différentes espèces dans le milieu aquatique. Et vous avez la carte au centre, en haut au centre, où il y a beaucoup de couleurs marron. C'est pas très sympathique. Ce sont tous les endroits où il faut reconquérir le bon état écologique et chimique des eaux. Donc il y a encore beaucoup de travail. Alors par contre, sur la diapositive suivante, vous allez voir que la situation n'est pas aussi désespérée que ça. La qualité des eaux de surface sur la carte de gauche montre quand même beaucoup de vert, ce qui traduit les efforts que l'ensemble des acteurs ont fait depuis une cinquantaine d'années. Il reste encore des zones où il faut faire beaucoup d'efforts. Bon, quand je regarde la carte concernant les eaux souterraines, c'est beaucoup plus triste. Là, au niveau de la qualité, il y a encore beaucoup à faire. Sur la quantité, elle peut vous paraître optimiste, la carte, mais je vais juste vous amener à réfléchir un petit peu par rapport à ce qui s'est produit en 2023, où sur la période mai-juin 2023, on avait quand même un très gros risque de sécheresse. Alors 2022, c'était plus sur les bassins du sud de la France. Là, pour 2023, ça a concerné énormément le bassin Seine-Normandie. Donc, un risque de sécheresse, suivi des arrêtés de sécheresse, suivi aussi d'arrêts de production chez les industriels, chez les artisans. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il faut vraiment mettre au premier plan l'eau dans tout le circuit chez tous les acteurs du territoire. Merci. Merci Régis. Jean-Emmanuel, vous êtes cofondateur de l'entreprise Aquacé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les conséquences pour les acteurs économiques ? Comme ça a été bien présenté, on est dans une problématique que je vais résumer dans la terminologie, c'est la fin du monde open bar. Et ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à présent, les usines n'étaient pas, je parle vraiment des acteurs industriels, ne sont pas forcément ni équipés ni organisés pour gérer la problématique eau, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas un enjeu. Et de la même manière qu'on avait des passoires thermiques, on a en fait des passoires hydriques. Bien sûr, selon l'acteur économique, c'est plus ou moins grave, selon la localisation de l'usine, c'est plus ou moins grave, etc. L'erreur qui est faite, c'est que l'eau est en fait un enjeu systémique pour un acteur économique, pour un acteur industriel. Bien sûr, vous le voyez sur le niveau des deux flèches, une problématique d'accès à la ressource et de rejet. Okay, mais dans la réalité, vous êtes impacté en tant qu'industriel partout. Pourquoi ? Parce que c'est non seulement les coûts qui sont associés, d'accord ? C'est pas simplement l'eau, mais l'énergie liée à l'eau, la maintenance liée à l'eau, les réactifs liés à l'eau, votre capacité de production, etc., etc. Donc, sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'en fait, un acteur industriel, il est impacté partout. Pourquoi ? Parce que l'eau est utilisée à tous les niveaux en fait de son process de production, tant dans les utilités que dans les opérations de production. Maintenant, ce que rajoute la problématique du changement climatique, c'est votre capacité de production qui est impactée. C'est-à-dire que lorsque pour des raisons physiques ou des raisons administratives, on vous dit il va falloir réduire de 25%, derrière c'est votre capacité de production. Et là, on voit que du coup, l'eau, c'est un enjeu de performance globale. C'est un enjeu de performance économique, parce que si vous ne pouvez plus produire, même pendant 15 jours, ou que vous êtes obligé de réduire votre production de 50%, votre modèle économique, il est juste mort. C'est une problématique industrielle, parce que derrière, ça peut impacter la qualité de vos produits, ça peut impacter la durabilité de vos installations, etc. Et bien sûr, c'est une problématique environnementale, parce que si vous êtes dans un environnement qui est déjà dégradé par tout ce qui a été présenté tout à l'heure, en fait, vous allez, avec vos prélèvements et vos rejets, aggraver encore la situation. D'accord ? Donc, le premier point qui a été raté par l'industrie, mais par rapport à tous les autres acteurs aussi, c'est qu'en fait, c'est une problématique systémique.
Lorsqu'on fait une évaluation du coût global de l'eau, pourquoi parler de coût global? Parce qu'en fait, vous le voyez, la plupart d'entre nous, on va réfléchir en coût matière, c'est-à-dire, ok, j'ai une facture avec des mètres cubes, le délégataire ou la régie qui m'envoie l'eau, donc j'ai des mètres cubes et des euros. Je vais avoir les taxes agences, j'ai des mètres cubes et des euros, etc., etc. Ça, on a l'impression que c'est le coût de l'eau. En fait, il faut parler de coûts directs, c'est-à-dire rajouter les coûts de l'énergie liée à l'eau, les réactifs liés à l'eau, etc. Parce que quand je réduis, par exemple, de ma douche de 50%, j'ai pas simplement réduit de 50% l'eau. J'ai réduit toute l'énergie parce que c'était de l'eau chaude. D'accord? Donc vous voyez, c'est un effet de levier direct. Mais pour un industriel, le plus gros levier, il n'est pas là, même s'il y a déjà une importance importante, enfin, si c'est déjà important. Ce sont les coûts indirects qui vont être les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est l'impact sur votre qualité de production, sur la durabilité des installations. Et là, vous êtes sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Alors nous, on s'est amusé, entre guillemets, on a la demande d'industriels, mais certains industriels l'ont fait aussi, en disant, OK, on va nous faire une vraie évaluation. Là, il y a un problème parce que les informations sur le coût de l'eau sont en fait dispersées dans plein de services. Et la comptabilité analytique induit en erreur. Par exemple, l'énergie est comptée dans le bloc énergie. Et nous, on leur dit non, 30% de votre énergie, c'est lié à l'eau. Donc ça, c'est un coût de l'eau. Donc il faut le sortir de l'énergie et le rajouter dans l'eau. Donc vous voyez toute cette mécanique-là qui est à faire. Et in fine, on s'aperçoit que grosso modo, les coûts directs, on pense que c'est quelques euros le mètre cube. Les coûts indirects, c'est quelques dizaines d'euros le mètre cube. Les coûts directs, quelques dizaines. Les coûts induits, plusieurs dizaines, c'est-à-dire entre 50 et 100. Et là, le groupe Arkema s'est lancé dans une nouvelle question qui sont les coûts induits. Et il a dit à ces 100 et quelques usines dans le monde, si je vous enlève 20% d'eau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous arrêtez de produire? Quelle est le perte de chiffre d'affaires et compagnie? La pire usine, c'est 1000 euros le mètre cube. Donc, quand vous commencez à réfléchir en tant qu'industriel, en disant d'abord, je perds énormément d'argent parce que c'est une passoire hydrique, mais que derrière, j'ai un risque, puisque là, on est en train de faire une évaluation de risque, en fait, on s'aperçoit que les opérations qui vont améliorer l'efficience de l'eau, c'est absolument rentable à tout niveau. Et ça, c'est pas du tout pris en compte, c'est une grave erreur. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est que comme ça attaque la capacité de production, vous avez maintenant la partie financière qui commence à dire, OK, votre usine qui est dans tel pays, vous pensez que dans votre bilan, vous l'avez valorisé à, j'en sais rien, 250 millions de dollars. Moi, étant donné que vous êtes dans une région en stress hydrique et que potentiellement vous n'arrivez plus à produire de moins 10% tous les ans et compagnie, en fait, elle ne vaut pas 250, elle vaut 100. Et maintenant, on voit qu'il y a une analyse qui est à quel endroit est-ce que je vais mettre mes usines, à quel endroit est-ce que je vais faire augmenter ma capacité de production par rapport uniquement à la question de l'eau. Donc vous voyez, en conclusion, l'eau est un enjeu systémique. Et tant que vous n'avez pas intégré cet aspect systémique, en fait, vous n'avez pas compris la nature du problème. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. Céline, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus de ce que peut faire France Chimie pour accompagner justement ces acteurs économiques face à ces problèmes? Bonjour à tous. Oui, donc France Chimie, c'est la fédération des industriels de la chimie. Les industriels de la chimie sont des importants préleveurs d'eau. On utilise de l'eau essentiellement pour refroidir les masses réactionnelles. C'est le volume principal qui est utilisé chez nous. Après, on peut utiliser de l'eau pour le lavage, pour produire de la vapeur, de façon beaucoup plus marginale pour les ingrédients, en fait, dans nos recettes. Mais voilà, on a d'importants réacteurs qu'il est nécessaire de refroidir. C'est la raison pour laquelle on est le plus important préleveur de l'industrie manufacturière. C'est-à-dire, si on met de côté la production d'électricité et le refroidissement des centrales nucléaires, on est le plus important préleveur. On doit prélever environ 1,3 milliard de mètres cubes d'eau par an. C'est ça, c'est près de la moitié des prélèvements dans l'industrie manufacturière. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des efforts. Même si on représente en consommation d'eau peut-être 2% de la consommation totale des eaux douces en France, il faut qu'on fasse des efforts. Dans les régions, il y a depuis de nombreuses années, je dirais depuis 5-6 ans, tu citais tout à l'heure la charnière 2017, c'est peut-être à peu près à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser à la question de l'eau. Les autorités locales se sont tournées vers les exploitants pour leur demander de faire des études, de réduire les impacts sur le milieu aquatique, de réduire les prélèvements, de faire des études d'efficacité hydrique ou voire de sobriété hydrique. Et puis, dans les entreprises, il y a eu, je pense, une réelle prise de conscience de la question de l'eau.
c'est-à-dire tout d'abord de la conformité réglementaire, pas seulement sur la qualité, mais de plus en plus sur la quantité d'eau utilisée, la question de responsabilité sociétale de l'entreprise vis-à-vis des usages de l'eau, et puis le monde de la finance aussi dans les entreprises, c'est de plus en plus, et de façon, je dirais, je pense, un petit peu plus récente, c'est de plus en plus intéressé à la question de l'eau également, en considérant l'eau vraiment comme une ressource à caractère financier, tout comme l'énergie est considérée comme une ressource financière importante. Donc tout ça a fait que il a été Franchimie a décidé de porter l'eau comme une priorité nationale dans ses travaux d'accompagnement des entreprises. Et donc on a monté un programme d'accompagnement pour aider les entreprises à gérer leur eau sur les sites industriels de façon durable. Donc, il se trouve que ce programme, on l'a fait avec Aquacet, et c'est un programme qui financièrement a été aidé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc finalement, les acteurs du programme sont tous autour de la table ici. Voilà. Donc ce programme, c'est quoi? C'est d'abord des réunions, des informations, des sensibilisations en région pour faire comprendre aux entreprises qui sont les membres de Franchimie l'intérêt de se pencher sur la question et les enjeux de l'eau réellement sur les sites et pour les entreprises. Donc ça, c'est un travail, c'est peut-être le travail le plus difficile, surtout en ce moment, parce qu'il pleut des cordes. Et quand on parle aux entreprises du fait qu'on va manquer d'eau, franchement, là, ça parle à personne, hein, franchement. Donc, on est un petit peu dans le creux de la vague, sans mauvais jeu de mots, hein, pour les sensibilisations. Mais l'objectif du discours, c'est vraiment d'expliquer, c'est ce qu'a dit Jean-Emmanuel tout à l'heure, hein, c'est d'expliquer qu'il faut travailler sur la question de l'eau au long cours, en hiver en particulier, pour mieux faire face aux éventuelles sécheresses. Mais globalement, l'eau est un levier de performance environnementale, mais surtout un levier de performance industrielle. Et c'est comme ça qu'il faut voir le sujet. Donc, cette première partie du programme, c'est la sensibilisation, faire en sorte que les entreprises comprennent que l'eau est un réel enjeu industriel et qu'il faut aujourd'hui mener des actions concrètes pour avoir une gestion de l'eau plus durable. Et ensuite, on a construit 2 outils qui sont à disposition des industriels de la chimie. Un premier outil qui est un outil d'auto-évaluation de la maturité du site dans sa gestion de l'eau. C'est-à-dire, c'est un outil assez simple sous forme d'un fichier Excel où on répond à des questions 0, 1, 2, 3 ou ne sait pas. Et on obtient des résultats sous forme des diagrammes radar, vous savez, les diagrammes araignées, qui permet à l'industriel d'identifier les points forts, là où il est relativement performant, et puis les points faibles, c'est-à-dire là où il y a vraiment des progrès à faire en matière de gestion de l'eau. Ensuite, il peut, en retournant dans les différentes questions et les différentes thématiques auxquelles il a répondu, il peut identifier réellement les actions précises qu'il pourrait mener, et il peut même les hiérarchiser. C'est-à-dire, c'est une façon d'avoir une photographie de sa maturité en matière de gestion durable de l'eau sur son site, et aussi de prendre des décisions pour hiérarchiser des mesures très concrètes qui peuvent être des mesures de management, qui peuvent être des mesures nécessitant des investissements forts, comme la mise en place d'un traitement, la chasse aux fuites dans les canalisations, etc. Le deuxième outil qui vient en complément de ce fichier d'auto-évaluation, c'est un guide de l'eau. Donc c'est un document assez complet qui est un guide méthodologique dont la première partie est plutôt une introduction à la problématique et c'est un petit peu la sensibilisation aux enjeux de l'eau auprès des industriels. Et le corps de ce guide méthodologique, ce sont des fiches thématiques. C'est-à-dire que si l'industriel a identifié 1 ou 2 thématiques sur lesquelles il souhaite se pencher, parce que c'est ce qui a été révélé à l'issue avec les résultats de son auto-évaluation, il va pouvoir aller chercher dans ses fiches méthodologiques les bonnes questions qu'il va devoir se poser. Ce ne sont pas des fiches pratiques qui vont donner des solutions, ce sont plutôt des fiches qui vont permettre de se poser les bonnes questions et savoir de quelle façon comprendre la problématique et de quelle façon l'aborder réellement. Donc il y a une vingtaine de fiches thématiques, et puis ensuite il y a quelques retours d'expérience sous forme de storytelling, comme on dit en bon français. Voilà, donc c'est un guide qui est très complet et qui se veut tout à fait
tout à fait opérationnel et qui se veut surtout accompagner l'exploitant dès lors qu'il a identifié des actions à mener avec cet outil d'auto-évaluation et qu'il rentre dans l'action réellement. À ce moment-là, il s'aide de ce guide méthodologique. Merci beaucoup, Céline. Régis, est-ce que tu peux nous dire comment les agences de l'eau peuvent également accompagner les acteurs économiques ? Oui, Roman, je peux. Alors, les agences de l'eau, déjà, pour définir ce qu'elles sont, ce sont des établissements publics de l'État. Il y en a 6 en France métropolitaine, basés sur la gestion concertée par bassin versant. Donc, il y en a une pour chacun des grands fleuves en France. Elles ont pour objectif, j'en ai parlé tout à l'heure, le bon état des eaux le plus rapidement possible, parce que normalement, on devait l'atteindre en 2015. Donc, on a un petit peu de retard, mais on a l'habitude. Et on a la chance, là, c'est une petite boutade, d'être sous la double tutelle du ministère de l'écologie et du ministère des Finances. Donc, c'est un petit peu compliqué. Nous sommes, pour toutes les agences, des partenaires techniques et éventuellement financiers de tous ceux qui peuvent ou qui veulent mettre en place des actions sur leur territoire en lien avec la gestion de l'eau. On n'est pas la police de l'eau, on n'est pas un maître d'ouvrage, on n'est pas un distributeur d'eau, on est des conseillers et éventuellement des financiers. J'insiste là-dessus. Et notamment quand je parlerai des accompagnements financiers, on a aussi la règle de confidentialité par rapport au process que vous pouvez avoir dans vos industries. Globalement, sur le territoire, on a les agences accordent 90 millions d'aides chaque année aux acteurs économiques. J'exclus le volet agricole, c'est uniquement les acteurs économiques, parce que les agriculteurs sont des acteurs économiques, mais là, je les ai enlevés du volet financier. Pour Seine-Normandie, c'est à peu près 210 millions sur 6 ans, donc 35 millions par an. C'était le programme 2019-2024. Notre programme d'intervention, le 12e, a été voté le 19 septembre dernier. Et on est sur le même volume pour les années 2025-2035. Donc on a une politique stable, c'est-à-dire qu'il y a une lisibilité sur 6 ans. Vous avez vu tout à l'heure que la logique de bassin versant, c'est aussi quelque chose de stable, parce que contrairement à d'autres organisations, les bassins versants ne vont pas changer tous les 2 ou 3 ans. Et le principe est que nous prélevons des redevances auprès de tous les acteurs du territoire que nous redistribuons sous forme d'accompagnement financier. Les priorités, nos enjeux pour la période 2025-2030, je vais en citer que 3. Sinon, je vais passer la matinée, on va me dire que je suis trop long. Anticiper les obligations réglementaires. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un accompagnement des agences de l'eau, il ne faut pas que les sites soient mis en demeure. Sinon, on ne pourra pas les accompagner. On a pour objectif aussi de concilier le développement économique et les performances environnementales. Tout à l'heure, Jean-Emmanuel parlait des prélèvements sur la ressource. Oui, vous ne pourrez pas prélever plus, mais vous pourrez vous développer plus en faisant des économies au sein de l'entreprise. Et ça, on peut vous accompagner là-dessus. Et le dernier point que j'ai oublié, c'est que je n'ai pas oublié parce que ça fait partie de mon travail de tous les jours, c'est on privilégie le préventif plutôt que le curatif. Voilà. Vous retrouvez là les priorités de notre programme avec la gestion à la source des eaux de pluie. On a bien vu avec les événements d'hier que le ruissellement sur les surfaces imperméables, ça posait réellement des soucis. Excusez-moi. On favorise la végétalisation des sites.
Le recours aux technologies propres, ça peut être le zéro rejet liquide à la sortie d'un site. La réduction, voire la suppression des pollutions dues aux substances dangereuses pour l'eau. Et la sobriété en eau. Décidément, c'est plus facile d'obtenir des aides de l'agence de l'eau que de vous parler ce matin avec un chat dans la gorge. Une précision quand même, les aides de l'agence, elles ne sont pas systématiques ni automatiques. Il faut que vous puissiez illustrer les gains environnementaux pour que l'on puisse vous accompagner. Simplement parce qu'on est soumis à l'encadrement communautaire des aides d'État et que normalement les aides d'État sont interdites pour ne pas fausser la concurrence entre les entreprises, sauf pour le volet environnemental. Donc on s'appuie là-dessus pour pouvoir vous accompagner. Et quand je dis vous, c'est l'ensemble des agences. Donc, en résumé, parce que sinon je vais pas y arriver, vous avez un projet en lien avec l'eau, vous nous sollicitez. Vous ne risquez rien. Au mieux, vous pouvez avoir un conseil technique. Encore mieux, une aide financière. Ça peut aller pour les études de 50 à 80% de subvention. Ce n'est pas négligeable. Pour les travaux, ça va de 25 à 90%, selon la nature du projet. Donc, vous ne risquez rien à nous solliciter. Alors, pour nous solliciter, parce que je ne vais pas vous donner le nom de tous mes collègues, sinon ils vont être inondés de messages, vous allez sur le site lesagencesdel'eau.fr, les agences de l'eau tout attaché. Vous rentrez le code postal de votre commune et vous avez l'agence de l'eau et le contact que vous devez solliciter pour avoir un accompagnement. Juste une précision, pour l'avoir testé moi-même, ne rentrez pas le nom de votre commune. Parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on met un espace? Est-ce qu'on se met un tiret? Rentrez le code postal et vous aurez la liste déroulante. C'est très facile. Merci Régis. De toute façon, vous aurez également les coordonnées des intervenants à la fin de cet écho. Donc, et puis n'hésitez pas également à venir nous solliciter à la fin de cet atelier. Jean-Emmanuel, vous proposez une solution pour aider les entreprises dans leur efficacité hydrique et dans la digitalisation de la gestion de l'eau. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consiste cette solution et quels sont les outils avec notamment la certification ISO? Alors, ce qui se passe, c'est que dans nous, Aquacé, on s'est créé il y a une dizaine d'années sur justement la mise en place d'une stratégie qu'on a qualifiée d'efficacité hydrique, de la même manière qu'il y avait des stratégies d'efficacité énergétique. Donc, la première question, en fait, on voit que la stratégie de gestion de l'eau, jusqu'à présent, ça a été de rajouter des traitements en amont et en aval, en se préoccupant in fine assez peu des usages. Okay, donc là, on renverse en fait la méthode et on dit non, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous faites avec l'eau à l'intérieur de votre périmètre technique. Donc nous, on va pas du tout s'intéresser aux conséquences en amont ou en aval, mais en fait, qui fait quoi avec l'eau. Donc là, on va se taper toute la liste des utilisations de l'eau. Et Céline en a parlé tout à l'heure, refroidissement, nettoyage en place, ingrédients, etc., etc. Et on va voir comment, sur chacune de ces actions, on peut essayer de réduire en fait les consommations, mais aussi la pollution produite. D'accord ? Donc là, on va agir sur les causes racines et on va commencer déjà à réduire la taille et la complexité du problème. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dire, est-ce qu'on peut reconfigurer la gestion de l'eau ? Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on continue à faire avec l'eau, qu'on ne fait plus du tout avec les déchets, c'est on continue à mélanger tout et n'importe quoi. Dans les déchets, on ne fait pas la peau de banane avec le verre, les médicaments, etc. Parce qu'on sait que ce sont des déchets de nature différente. Dans le domaine de l'eau, on continue à tout mélanger en disant il y a une boîte magique qui s'appelle station d'épuration qui est à la sortie, qui va traiter le problème que je viens de créer. D'accord ? Donc là, non, on dit éventuellement, si on a des eaux qui sont des eaux claires, des eaux de refroidissement, je peux les réutiliser ou les recycler. Bon, bref, ça peut être effectivement valorisé. Si j'ai des effluents qui, à un moment donné, sont trop concentrés, qui posent problème, ou qui comportent des composés que je ne sais pas traiter, ou de leur toxicité, je les sors. Ce ne sont pas des effluents, ce sont des déchets liquides. Donc là, vous reconfigurez, et là, de nouveau, vous avez une diminution de la taille et de la complexité du problème. Tout ce que vous n'avez pas pu éviter, il va falloir le traiter, en amont ou en aval. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va optimiser les traitements. Ceci dit, vous remarquez tout de suite que lorsque j'ai fait l'étape 1 et 2, la tête et la taille de mes traitements en amont et en aval va être complètement différente. D'accord ?
Niveau 0 de la stratégie, je fais la chasse aux fuites et au gâchis. Ça ne fait pas partie de la stratégie. Si je vous disais sur quoi on tombe sur les sites industriels, vous partiriez en courant de la salle. Donc le pire qu'on a vu, c'était 1,6 million de prélèvements, 1 million de gâchis. Pas de fuite, de gâchis dans l'usine. Ça s'explique, je pourrais vous dire ça tout à l'heure. Donc, derrière, quand on dit qui fait quoi avec l'eau, on est face à un problème. C'est-à-dire que la quantité de données et d'informations qui vont décrire la situation de l'eau à l'intérieur de l'usine est très faible. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas un enjeu. Je caricature, vous avez un point de mesure en entrée parce que c'est là où vous payez, vous avez un point de mesure en sortie parce que c'est là où vous êtes contrôlé. À l'intérieur, c'est une boîte noire. Donc, du coup, il va falloir commencer à produire énormément d'informations, quantité, qualité, cinétique, etc., pour identifier qui fait quoi avec l'eau, à quel moment on a des émergences de pollution, etc., etc. À partir de cette cartographie très précise et dynamique, là, on va commencer à savoir à quel endroit j'ai des points d'amélioration, à quel endroit j'ai des points de risque. Et donc, derrière, mettre en place différents types de solutions, organisationnelles ou techniques. Donc, lorsqu'on fait un programme d'efficacité hydrique, on ne dit pas « Ah oui, je mets des procédés hydroéconomes, je ferme le robinet quand je me lave les mains et tout est fini. » Non, non. On est sur des sites qui sont complexes et donc on va avoir un ensemble d'actions qui progressivement vont permettre de réduire la taille du problème et sa complexité. Attention, tout ça, c'est une approche systémique. On a eu des clients qui ont réduit, parce qu'ils ont fait la chasse aux fuites, aux gâchis, etc., assez facilement de quelques dizaines de pourcents leur consommation en eau. Moyennant quoi, ils ont flingué leur station d'épuration. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas agi sur la charge de pollution. Et donc, du coup, ce qui sort et ce qui arrive dans la station d'épuration, c'est plus concentré ou avec des pics. On sort des spécifs, ça ne marche pas. Donc, c'est ça l'approche systémique et pourquoi on ne peut pas différencier quantité-qualité. Une fois que j'ai fait ça, donc, j'ai ma combinaison d'actions qui est à quantifier et à hiérarchiser. Par quoi je commence, etc. Parce que j'ai des effets en fait dominos. Et bien sûr, c'est une démarche collaborative. Et ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre. C'est-à-dire que l'eau est gérée par différents services à l'intérieur d'une usine. Ceux qui font l'environnement, ceux qui font les utilités, ceux qui font la prod et compagnie. Et généralement, ils ne se parlent pas, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas un enjeu. Donc là, ça veut dire que c'est une collaboration entre services. Et bien sûr, avec des acteurs extérieurs, si nécessaire. Et c'est une amélioration continue. Petite illustration, ici c'est un de nos clients pharma français. Et donc vous voyez, on l'accompagne depuis 2016. Et vous voyez tout autour du déroulé des années, on a plein d'actions qui se succèdent, d'accord ? Et qui induisent au fur et à mesure, par exemple, des réductions de consommation. Mais surtout, on a une augmentation et on atteint la maîtrise de qui fait quoi avec l'eau. On a une maîtrise des flux physiques et on a une maîtrise des flux de données, d'accord ? À tel point que vous pouvez le lire en bas à droite. Maintenant, son objectif, qu'il maîtrise, il dit « Ok, est-ce que je suis capable maintenant d'aller vers le zéro consommation d'eau, zéro rejet de substances actives, etc. » C'est la maîtrise qui lui permet d'optimiser, pas l'inverse. La maîtrise, elle vient d'une chose très simple. Alors nous, on le fait sous la forme de digitalisation, mais on revient sur la question, est-ce que vous avez suffisamment de données et d'informations qui vous permettent de savoir qui fait quoi avec l'eau ? Et ça, dans 99,9% des cas, c'est non. La problématique qu'on rencontre dans le domaine de l'eau, c'est que les données sont très hétérogènes et dispersées, là encore, dans les différents systèmes d'information. Très hétérogènes parce que vous avez des capteurs, vous avez des analyses sur des prélèvements moyens 24 heures avec le résultat qui arrive 3 semaines plus tard. Vous avez des observations terrain. Hier, j'ai changé les membranes de l'ultrafiltration, etc., etc. Et tout ça est nécessaire pour faire l'analyse, un petit peu comme le médecin généraliste. Il a un ensemble d'informations et à la fin, il vous dit, voilà, je pense que vous êtes malade de telle manière et voilà les solutions. Donc nous, la première étape, c'est de se colter toute la collecte, en fait, et l'analyse et la fiabilisation de toutes ces données. Derrière, on va standardiser, automatiser, centraliser, utiliser différentes actions pour faire des calculs avancés, y compris des modèles prédictifs, comparatifs, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment de l'analyse d'informations, c'est pas du tout du contrôle-commande. Et à partir de ça, on va produire plein d'informations opérationnelles qui vont répondre aux différents utilisateurs, qu'ils soient dans la prod, dans la station d'épuration, dans le contrôle environnemental, etc., etc. Donc là, on va se retrouver avec un outil d'analyse de performance qui est qu'on appelle un métaviseur, parce que c'est un superviseur de superviseurs. On est en 100% SaaS, 100% web, ISO 27001, donc sécurité informatique. On ne rentre pas, on n'est pas en interaction avec les installations. Les installations nous poussent de la donnée, on fait des calculs et on leur montre un résultat. D'accord ? C'est de l'assistance dans l'aide à la décision. Derrière, on est capable aussi maintenant, avec à la fois du génie des procédés, des calculs mathématiques, mais maintenant aussi de l'intelligence artificielle, du moment qu'on a des historiques de données qui sont validés, fiabilisés, à faire des modèles qui permettent d'aller plus loin.
Ici, on a fait un déploiement mondial pour Nestlé Water sur 44 usines et vous voyez que derrière, bien sûr qu'il y a un impact sur la production, sur l'empreinte environnementale. Mais par exemple, ils nous disent, en fait, on gagne du temps, on détecte mieux les incidents parce que de toute manière, en fait, tout simplement, vous maîtrisez mieux votre système. Et donc, vous commencez à voir émerger, y compris des incidents qui n'étaient jamais détectés avant. D'accord ? Alors, tout ça, pour finir, c'est nous, on conseille, depuis 2019, vous avez une norme qui s'appelle ISO 46001, qui est donc système de management sur l'utilisation efficiente de l'eau, et qui reprend tout le déroulé. Ça existe, c'est public. Donc, et d'ailleurs, ça permet ensuite d'aller discuter de manière tranquille, entre guillemets, avec le même vocabulaire, avec les agences de l'eau, avec les DREAL, parce que vous êtes en train de dire, voilà comment je vais progresser. D'accord ? Voilà en résumé comment on fonctionne, ce que l'on propose, donc des interventions terrain, mais aussi la digitalisation. Et nous, en fait, l'outil de digitalisation, on l'a d'abord créé pour nous, parce qu'on était face à une telle complexité, une telle quantité d'informations, qu'on a développé cet outil pour comprendre comment ça se passe. Lorsque vous êtes sur une plateforme chimique, je ne sais pas, sur le plus gros système, on a onboardé plus de 500 millions de données qui reprenaient 10 ans d'historique, pour comprendre comment ça fonctionnait. Pourquoi ? Parce que c'est très complexe. D'accord ? Et in fine, il y a une dizaine d'années, il y a des clients qui nous ont vu débouler avec notre système et ils nous ont dit, est-ce qu'on peut l'avoir tout le temps ? Et donc, c'est là où on a créé réellement Aquacé en disant, OK, on a un double modèle économique, on continue de faire des interventions sur site et d'accompagner dans la durée des acteurs et on met à leur disposition notre solution d'analyse de données dédiée à la performance de l'eau. Et là, du coup, ils peuvent s'abonner, avoir plein de trucs, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant que nous avons posé le contexte, que nous avons vu comment les partenaires privés et publics peuvent accompagner les acteurs économiques, nous allons maintenant nous intéresser aux freins. Et donc, je vais poser la question à Céline de nous dire quels sont les freins que vous identifiez auprès des acteurs économiques. Ils sont nombreux. Et diverses. Effectivement, on constate, en tout cas chez nos membres, les industriels de la chimie, que certaines entreprises ont un degré d'avancement assez impressionnant sur la question de l'eau. Certaines entreprises ont déjà fait appel à des entreprises comme Aquacé, et certains sites ont déjà atteint des performances en matière de gestion de l'eau, ils sont quasiment à un palier de performance en utilisation, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Mais ces sites-là, je dirais, ils sont quand même minoritaires. Il y a beaucoup de sites qui n'ont pas encore ouvert le dossier, en fait, qui ne se sont pas encore posé la question, tout simplement parce qu'ils n'ont pas identifié l'eau comme un sujet. Les industriels sont confrontés, voilà, il y a la loi du marché, il y a la sauvegarde de l'outil industriel, il y a la conformité réglementaire, et ça c'est tout à fait essentiel. Et aujourd'hui, la sobriété hydrique n'est pas une contrainte réglementaire. Il peut y avoir des contraintes réglementaires en matière de quand on est en période de sécheresse, bien sûr, avec des réductions de prélèvements. Mais en dehors de ça, c'est vraiment à l'industriel de se poser lui-même la question de savoir si la gestion durable de l'eau peut lui faire des économies, peut lui faire augmenter ses performances industrielles. Et en fait, c'est ça le frein principal, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'exploitants n'ont pas du tout pris la mesure du sujet, tout simplement, parce qu'ils considèrent encore l'eau comme une ressource pas chère, qu'il est abondante aussi, qu'il est assez facile d'utiliser et qui ne semble pas avoir de conséquences, dont l'utilisation, la bonne utilisation ne semble pas avoir de conséquences sur l'outil industriel et sur la performance économique. Et là, ils sont tout à fait dans le faux. C'est-à-dire que c'est notre rôle de les sensibiliser, comme je le disais tout à l'heure, sur le fait que aujourd'hui, l'eau est partout dans le process industriel et a des conséquences diverses et des conséquences économiques vraiment très très vastes. Donc le principal frein, c'est ça, c'est le fait qu'ils n'ont pas pris la mesure du sujet. Après, les freins, on parlait tout à l'heure de la météo, ça va dépendre. Bon, j'ai compris, Emma, tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un phénomène anticyclonique dans quelques semaines pour le début de l'hiver. Donc je ne sais pas si ça va permettre aux industriels de se pencher plus facilement sur la question, mais c'est pas sûr. Donc la météo, ça joue aussi au fait que l'industriel va
se pencher sur le sujet. Après, un des freins aussi, c'est en plus de la compréhension de l'enjeu, de considérer l'eau réellement comme un outil de performance industrielle et de compétitivité, c'est de comprendre le coût de l'eau. Hein. C'est ce qu'a décrit avec son iceberg Jean-Emmanuel tout à l'heure. Les exploitants comprennent le coût de l'eau souvent comme le coût direct avec les taxes, les factures d'eau, éventuellement les réactifs. Voilà. Les coûts indirects sont nettement moins compris et pas forcément mis dans les bonnes cases, effectivement. Et quand on considère déjà les coûts indirects, on arrive vite à x10, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc déjà, faire comprendre à l'exploitant qu'on ne considère pas x1 mais x10 tout de suite, ça peut déjà sensibiliser le financier dans l'entreprise pour se pencher sur la question de l'eau. Et puis, il y a aussi le fait qu'il est nécessaire de faire comprendre que les activités industrielles doivent continuer même quand il y aura moins d'eau, voire pas d'eau. Et on s'oriente quand même de plus en plus vers des phénomènes climatiques qui vont faire qu'on n'aura pas autant d'eau qu'on en a maintenant. Et c'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs, l'été 2022, par exemple, mais pas seulement. Et donc, il est nécessaire que les entreprises prennent des mesures dès à présent pour comprendre qu'elles doivent continuer de fonctionner alors qu'il y aura moins d'eau, voire pas d'eau. Et pour ça, elles doivent se débrouiller dès à présent pour modifier en profondeur leur mode de fonctionnement au niveau de leur process, leur mode de fonctionnement dans la gestion de l'eau, de façon à avoir une compétitivité qui reste à peu près là, et puis surtout de façon à pouvoir continuer à produire. C'est là où on parle aussi d'ailleurs le vocabulaire est assez fin, au sens où il y a la question de la sobriété hydrique puis la question de l'efficacité hydrique. Donc l'agence de l'eau, on parle beaucoup de sobriété hydrique. On aide souvent quand on veut faire de la sobriété hydrique. Chez les industriels, on va surtout parler d'efficacité hydrique, c'est-à-dire produire autant, voire plus, mais en utilisant proportionnellement à la tonne produite moins d'eau. Et en fait, c'est ce vers quoi on souhaite que les entreprises aillent. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux entreprises parce que finalement, je pense qu'il y a encore du chemin. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas encore fait le calcul des coûts indirects et des coûts induits et elles n'ont pas encore toutes pris la mesure, comme je le disais, du sujet. Donc le frein principal, c'est la sensibilisation du sujet à un haut niveau dans l'entreprise. Merci Céline. Emma, Régis et Jean-Emmanuel, même question par rapport aux freins que peuvent rencontrer les acteurs économiques. Alors, le premier frein que je vois, c'est le fait qu'effectivement, bien qu'on bascule depuis un certain temps dans des extrêmes d'inondation, de sécheresse cumulées, où en fait, on va d'une année sur l'autre, aucune année ne se ressemble, mais à la fin, eh bien, on est toujours sur une accélération de ces extrêmes. Il n'y a pas vraiment d'imprégnation dans les consciences à l'intérieur des entreprises. C'est encore très faible. Et je parle de très grands groupes qui ont un sujet RSE très fort, qui ont tout misé sur le sujet carbone, qui vont très timidement sur la biodiversité et qui commencent à réaliser que le sujet de l'eau pourrait être intéressant. Ce qui est bien avec l'eau, c'est que quand vous réussissez à résoudre le problème de l'eau, vous travaillez directement sur le problème de la biodiversité parce que la biodiversité et la nature, c'est le premier utilisateur de l'eau. Donc c'est tout de même intéressant. Et ce que l'on ne dit jamais, et je pense qu'il est important de reposer ça sur la table parce que c'est presque une insulte pour le cycle de l'eau de ne jamais le citer à côté du cycle du carbone. En fait, il n'y a pas de cycle du carbone s'il n'y a pas de cycle de l'eau. Si vous voulez récupérer une molécule de carbone dans l'atmosphère, il va vous falloir 6 fois plus d'eau dans la Terre. Sinon, en fait, la photosynthèse ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas de puits de carbone s'il n'y a pas d'eau. Et donc, restaurer les écosystèmes, restaurer l'eau dans les terres, restaurer l'eau dans les milieux, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'entendais tout à l'heure une question qui est cruciale. C'est la question de l'eau dans les tuyaux à l'intérieur des process industriels. Mais cette eau vient d'où ? Et cette question-là, il va falloir se la poser un peu plus en amont. Et ça, on est encore très, très loin et tout le monde avance à l'aveugle. Et donc, j'ai un exemple en tête
d'un grand spiritueux qui exporte massivement à l'international, un grand spiritueux français, qui base toute son économie sur l'eau, parce que la distillation de l'alcool a besoin d'eau. Et donc, en fin de compte, on a travaillé dernièrement avec eux pour essayer de comprendre finalement quelle était la vulnérabilité du forage qu'ils avaient, de la nappe dans laquelle ils prélèvent. Et on a pris conscience à quel point eh bien, cette nappe qui est extrêmement fragile et vulnérable aux canicules, mais aussi aux inondations extrêmes qui peuvent se produire dans la zone, eh bien, en réalité, va peut-être trouver des solutions, pas directement à l'intérieur même du système industriel, mais va peut-être trouver des solutions dans le fait de désimperméabiliser la ville d'à côté, parce que c'est une zone d'impluvium dans laquelle l'eau rentre et pénètre. Et donc, si ils réussissent à trouver un accord avec les collectivités territoriales pour désimperméabiliser massivement, quitte à financer. Ça ne coûte pas très cher de proposer un accompagnement, plus l'agence de l'eau est là. Et donc, proposer d'enlever des tommettes de terrasses derrière, d'enlever en fait cette carapace qu'il y a sur les sols dans une zone qui est en connexion directe avec une nappe, c'est essentiel. Et donc, un autre point qu'on ne regarde pas et dans lequel on est avancé à l'aveugle, c'est vraiment cette question de la vitesse à laquelle on se prend le mur. C'est-à-dire que vous parlez de produire toujours plus avec moins d'eau. On est dans un contexte totalement inconnu. Enfin, il faut quand même le rappeler. Et donc, quand on est en phase de crise, eh bien, le minimum, c'est au moins de prendre tous les KPIs qu'on a autour de la table et d'essayer de comprendre. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne, que je prenne en France ou partout dans le monde. Déjà, on peut résumer le fait qu'on est soumis à 3 risques. Parce que ce n'est pas la question du carbone qui va nous impacter directement. La question du carbone, c'est une question de réchauffement, de gaz à effet de serre, de niveau mondial. Mais ce n'est pas ça qu'on va voir venir. Ce qu'on va voir venir sur nous, et c'est l'ONU qui le dit, 3% des financements sur le climat mondial sont basés sur la question de l'eau, alors que c'est 93% des conséquences. Et donc les conséquences principales auxquelles on est soumis, c'est un risque d'inondation, un risque de ruissellement parce que le nuage est de plus en plus précipitant, il est de plus en plus impactant. Donc on a une atmosphère plus chaude et on l'a vu encore cette nuit. À partir du moment où vous avez des océans plus chauds, une atmosphère plus chaude, vous avez des transformations énergétiques plus puissantes, donc plus de précipitations et plus de risques d'inondation. Une eau qui n'a parfois même pas le temps de rejoindre une rivière. Et pour vous donner un ordre d'idée, mais 50% des personnes qui ont été inondées en France ces 5 dernières années l'ont été en dehors de zones inondables. C'est pas qu'on fait mal le travail, c'est que l'eau n'a plus le temps de rejoindre les zones inondables. Elle traverse la moindre rue. Et donc, l'usine ou la supply chain a besoin d'avoir ses yeux et personne ne regarde cette vulnérabilité. On voit arriver de plus en plus des venture capital venir nous dire est-ce que j'investis ou pas ? Et parce que ça devient quand même important de savoir à quoi on est soumis. Donc ça, c'est le premier risque. On a un deuxième risque de sécheresse des sols et de risques bâtimentaires, notamment pour tous les grands portefeuilles d'actifs. On voit qu'aujourd'hui, le système assurantiel est en train de s'enrayer en France. Il ne veut plus assurer les risques de retrait-gonflement d'argile. Eh bien, il faudra se poser des questions parce qu'il y a des solutions très simples qui coûtent quasiment rien. Il faut juste les mettre à disposition. Il suffit de récupérer de l'eau de pluie quand elle tombe, parce qu'elle finit toujours par tomber. C'est ça qui est intéressant. Et donc, réhydrater les sols de manière continue dans une période de sécheresse avec de l'eau de pluie qui a été récupérée dans une autre période, limite de 90% le risque. Et personne ne le sait, personne ne le met en œuvre. Et donc, ça paraît fou parce que c'est des solutions simples, c'est du bon sens, c'est de la cohérence qu'il faut retrouver. Et puis, on a bien sûr un risque qui est un risque qui explose en France, mais qui émerge dans nos consciences, c'est le risque de rupture d'alimentation en eau potable, voire, s'il n'y a pas rupture, de restriction. Et cette restriction-là, on peut la mesurer, on peut la voir aujourd'hui. Donc on peut voir, vous avez tous vu ces courbes, ces strips d'évolution des températures. On est capable aujourd'hui de suivre le passé, le présent et le futur, de comment fonctionne l'évaporation sur une adresse donnée, de comment fonctionne le taux d'humidité, de comment fonctionne une nappe, de quel est le lien entre cette nappe et la rivière, avec les températures. Et donc, vous allez réussir à avoir un portrait, une sorte d'IRM de la vulnérabilité de votre site et donc de votre activité. Et donc, commencer par donner les yeux pour voir, c'est vraiment une action qui va être primordiale et essentielle pour savoir comment agir. Parce que si on agit simplement mais qu'on n'a pas compris le problème à la source,
eh bien, en réalité, on va passer à côté. Et donc, moi, je vois, par exemple, dans une étude qu'on vient de mener récemment, on a un aquifère qui fonctionne très rapidement et donc qui est sursollicité et donc va chuter massivement durant la sécheresse 2022, durant 2017 et réagir très fortement à des crues. Et on a un aquifère juste à côté qui est une autre forme géologique qui, lui, est en train de s'effondrer massivement parce qu'il ne se remplit plus. Pourquoi ? Parce que lui, il n'est pas connecté à la surface, mais par contre, qu'on ne fait que prélever dedans et qu'il y a des forages partout dans la zone. Et en fait, comprendre ça, c'est avoir les yeux pour voir. Et je pense à un grand groupe pharmaceutique français qui n'avait absolument pas... et qui appuie d'ailleurs c'est des produits qu'on retrouve en pharmacie et qui appuie tout ce qu'il a, toute sa force sur les capacités chimiques de cette eau qui ont des bienfaits pour l'humain sur le plan dermatologique. Eh bien, en fait, il ne se posait pas de questions. Et je vous en parle parce que c'est quand même là où il va falloir qu'on retrouve de la cohérence, parce que j'avais les données de la nappe qui était située juste au-dessus, et je leur ai montré que la nappe au-dessus s'effondrait, et qu'en réalité, si la nappe au-dessus s'effondrait, la nappe thermale dessous était sans doute en train de s'effondrer aussi, et qu'il y avait un lien entre les deux. Et en l'occurrence, eh bien, des investigations ont été menées et ont permis de comprendre que, eh bien, à l'époque, les ingénieurs leur avaient expliqué que le forage devait prélever avec une certaine taille et une certaine quantité parce qu'on ne savait pas faire autrement sur la taille des tuyaux. Donc on prélevait 200 000 mètres cubes d'eau alors qu'on n'en avait besoin que de 10 000 et c'était rejeté à la rivière derrière. Et donc c'est tout de même dommage d'arriver aujourd'hui dans ces conditions-là. Donc c'est une entreprise qui a mis de l'argent sur la table pour réussir à changer son process et à préserver sa ressource plutôt que de chercher à reproduire chimiquement en laboratoire les capacités de cette eau. Je crois qu'on a effectivement certaines merveilles de la nature. Si on les utilise avec parcimonie, et ça peut être intéressant pour l'homme, il y a quelque chose d'intéressant, mais on voit bien à quel point il y a une suite et une chaîne permanente d'incohérences, de questions qu'on ne se pose pas et qu'il va falloir qu'on pose sur la table. Donc voilà, je voudrais juste dire, au-delà des tuyaux, posons-nous la question sur la manière dont la signature de la pluie se transforme sur le territoire. Il y a des territoires dans lesquels on ne voit pas encore des conséquences. Il y en a d'autres sur lesquels on est déjà sur le banc de touche. Je pense aux Pyrénées-Orientales, je pense à l'Aude, je pense à l'Espagne, mais pas que. Et donc, il va falloir comprendre ça parce que toutes les activités économiques ne dépendent que de ça. Et donc, comprendre cette source-là, c'est comprendre ensuite comment agir et aller vers de la résilience. Alors, donc super. Vous voyez que le premier problème, c'est l'incompréhension de l'aspect systémique de l'enjeu eau, avec les aspects qui sont climatiques, avec les aspects qui sont en lien direct avec la masse d'eau locale. On peut faire un petit test ici. Qui sait d'où vient son eau potable? Voilà. Bon, environ 1%. OK ? Ben, c'est pareil chez les industriels. C'est-à-dire, c'est ce que vient de dire Emma. Ben, en fait, on est chez Harry Potter et les licornes magiques. J'ouvre le robinet. Normalement, il y a de l'eau propre qui tourne. Je tire la chasse, c'est évacué. Hein, Harry Potter chez les licornes magiques. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Simplement, là, on est en train de taper dans l'iceberg. Donc, le premier truc qui n'est pas compris, avec tout ce qui a été expliqué, c'est l'aspect systémique. D'accord ? Le deuxième point qui est pas compris, c'est que l'eau, c'est un enjeu local et un enjeu quotidien. C'est-à-dire, je dépends directement des masses d'eau qui est en amont et je vais impacter en aval. Mais ça veut dire aussi que je suis en interaction avec les autres usagers. Je vais avoir des conflits d'usage, etc., etc. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience qu'on sort d'un monde stable et on rentre dans un monde instable. Tout ce que vous avez connu dans le monde stable, vous pouvez le jeter à la poubelle, il faut tout repenser. Ça ne veut pas dire que c'était faux, mais il faut se reposer la question. Ça, c'est quelque chose sur lequel veut dire on est complètement à côté de la plaque. Si on rentre à l'intérieur et qu'on sort de cet aspect qui est environnement, climat, etc., qui est incompris, on rentre à l'intérieur. Ben, on se rend compte qu'on n'est pas du tout organisé. Donc nous, la première chose que l'on voit en termes de frein, c'est qu'en fait, l'organisation à l'intérieur de l'usine, elle ne prend toujours pas en compte cet aspect systémique, ni extérieur, ni intérieur, avec le coût global, etc., etc. Ça veut dire qu'on n'a pas les informations, les équipes ne sont pas organisées, etc., etc. Et ça, c'est un premier point. Vous n'avez pas les informations qui décrivent la situation. Est-ce que vous êtes en risque en performance? Vous ne le savez pas. Donc ça, c'est le premier frein. Deuxième frein, technosolutionnisme. Bon, on va pas réfléchir, ça sert à rien de savoir qui fait quoi, etc., etc. À la sortie de l'usine, on va mettre une méga usine de traitement de l'eau et on va reboucler.
Et puis comme ça, on n'a pas à réfléchir. Ça, c'est mort, c'est une impasse technique, économique, ça ne marchera pas, c'est n'importe quoi. Donc ça, le problème, c'est qu'il y a un battage médiatique sur « oui, on va faire de la reuse, oui, on va faire du dessalement, etc. etc. » Ok, super. À chaque fois que vous faites ça, vous bouffez des CAPEX, vous bouffez des OPEX, vous consommez énormément d'énergie et donc vous accélérez tout ce que Emma vient de vous présenter. C'est-à-dire, en fait, le hamster, il accélère dans la roue. Donc, ce n'est pas une solution, c'est une impasse. Ponctuellement parlant, on a l'impression qu'on va essayer de s'en sortir mieux que les autres, mais en fait, c'est une impasse. D'accord ? Donc, ça, c'est les deux plus gros. Et puis, bien sûr, l'histoire du coût global de l'eau, etc., etc. Tant qu'on ne comprend pas, en tant qu'industriel, que c'est sa performance, et même si je n'ai pas de problématiques en amont et en aval, parce que je suis sur des masses d'eau qui sont énormes, et que derrière, je traite bien ma pollution, à l'intérieur de l'usine, je perds des millions d'euros. C'est complètement con, donc même s'il pleut, vous devez faire de la performance. Régis ? Que rajouter après tout ça? Je ne peux être que d'accord. Effectivement, le coût de l'eau est sans doute un peu trop faible. Moi, je vous encourage à regarder votre facture d'eau par rapport à vos autres factures, facture d'électricité, facture de téléphone, de portable. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas énorme. Alors oui, à chaque fois qu'il y a une augmentation, ça râle, mais c'est normal. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Un des freins, c'est peut-être aussi une méconnaissance des agences de l'eau, de leur rôle, de ce qu'elles peuvent vous apporter. Regardez aussi à moyen terme. Là, on a connu une période avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, où d'un seul coup, malgré la sécheresse, les entreprises se sont retournées vers la production photovoltaïque au lieu de végétaliser des sols, au lieu de désimperméabiliser. Regardez quels impacts peuvent avoir ces choix sur le moyen terme. Je ne parle pas du long terme parce que ça devient plus compliqué. Effectivement, Jean-Emmanuel parlait de la reuse. Il y a quand même, pour la réutilisation des eaux usées de stations d'épuration, les stations d'épuration peuvent représenter 70 voire 100% du débit d'étiage des cours d'eau. Donc si vous enlevez ces rejets de stations d'épuration, vous asséchez les cours d'eau et vous tuez la faune et la flore. Donc c'est peut-être pas la solution miracle dans ce sens-là. Et puis n'hésitez pas, contactez les agences de l'eau. On pourra vous accompagner. Je vois que c'est à 0 là-bas, donc je m'arrête là. Mais je reste à disposition, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que dans le public, vous avez des questions ? N'hésitez pas. On a 1 ou 2 minutes pour les questions du public. Donc, oui. Vous nous avez parlé de l'état des sols. Par rapport aux polluants éternels, qu'est-ce qui est envisagé? Parce qu'en fait, on a l'impression, là, pour le coup, qu'il n'y a pas beaucoup de données, en tout cas pas diffusées. Alors, ça, c'est un point très, très important. Et comme l'a montré aussi tout à l'heure Emma dans son périmètre, il faut dézoomer pour voir un peu la nature de problème. On parle beaucoup de sobriété, de réduire les quantités, etc., etc. Il ne faut jamais oublier que la problématique de l'eau, elle est quantitative et qualitative. Avoir beaucoup d'eau, c'est une chose. Avoir beaucoup d'eau polluée, ça n'a rien à voir. Donc, quand on va parler d'efficacité hydrique, on ne dissocie pas quantité et qualité, parce que d'un point de vue technique, c'est complètement contre-productif. Mais d'un point de vue des effets, on peut tout à fait dire « Ah, mais moi, j'ai réduit mes consommations de 50%, je suis, franchement, je dois mériter, je suis premier de la classe. » Oui, mais vous continuez à balancer tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que vous êtes conforme, c'est-à-dire vous avez des limites réglementaires que vous respectez, que vous n'avez pas d'impact. D'accord ? Parce que les limites à respecter, elles sont rudimentaires. Okay, donc, on a des gens de chez nos clients industriels qui tombent de leur chaise quand on leur dit en fait, dans vos effluents que vous balancez dans le réseau public, parce qu'il y a une station, et même s'il y a une station d'épuration derrière, en fait, c'est extrêmement toxique. D'accord ? Donc, ça, c'est pour dézoomer par rapport à votre question, c'est un point très important que je n'ai pas suffisamment évoqué et qu'il faut insister là-dessus. La problématique de l'eau, elle est quantitative et qualitative. Okay ? Ensuite, il y a la problématique des micropolluants, alors éternels ou pas éternels. De toute manière, s'ils ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, vous considérez comme éternels.
parce que je veux dire, là, c'est mort, d'accord? Prenez la Martinique avec le chlordécone, ce qui s'est passé autour de Caen avec chlorothalonil, de mémoire, etc., etc. Donc là, on a un véritable enjeu. Alors, les substances pharmaceutiques, les métaux, les machins, etc., les pesticides, les résidus de pesticides. Là, on a une problématique généralisée. De mémoire, 99,x% des masses d'eau en Europe sont contaminées de manière plus ou moins importante et avec des contaminations diverses et variées. D'accord? Donc, du coup, voilà, là, il y a des effets médiatiques sur certains sujets. Par exemple, les PFAS, là, récemment. Alors, avant, on avait les microplastiques. Avant, on avait les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Bon, dans pas longtemps, il y en aura une nouvelle famille. Hein, faut pas... D'accord. Moi, je suis docteur en chimie. Je peux vous dire que on est capable d'analyser maintenant énormément de choses. On va soulever les tapis. À chaque fois, il va y avoir quelque chose. Donc, ça, c'est un point sur lequel il faut insister. Arrêtons de balancer tout et n'importe quoi dans la nature, parce que derrière, de toute manière, ça va nous retomber sur le nez. Voilà. Et donc après, le gros problème, c'est que mesurer la quantité, c'est assez facile, d'accord, et ça coûte pas cher. Mesurer la qualité, c'est un très gros problème. Et lorsqu'on est sur des contaminations de sol, essayer de déterminer à quel endroit vont aller les polluants, c'est indémerdable. La seule chose à ne pas faire, c'est balancer des polluants dans la nature. C'est bien sûr ce qu'on fait depuis qu'on a créé les activités humaines. D'accord ? Donc là, je pense que c'est un très gros travail sur lequel moi, je considère que c'est très insuffisant. Non seulement de cartographie de quelles sont les pollutions et comment est-ce qu'on devrait éventuellement, non pas les traiter, mais les gérer, d'accord ? Parce que le traitement va coûter énormément. Hein. Mais surtout en amont, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de balancer tout et n'importe quoi? Et je ne parle pas simplement des industriels. Vous avez bien sûr l'agriculture, mais vous avez bien sûr aussi tous les systèmes urbains. Nous-mêmes, on consomme des médicaments, on balance tout. Etc. Vous voyez, c'est une problématique, là encore, systémique. Okay, voilà. Juste peut-être pour rebondir, j'ai lu une étude il y a 2 jours, et ça m'a fait sourire. En fait, on a analysé l'urine des pingouins en Sibérie, et on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient totalement contaminées en pesticides de l'agriculture intensive qui venait de l'Asie. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est à quel point on a aujourd'hui, bien sûr, des intrants de pesticides locaux qui atteignent, et on l'a vu déjà sur le bassin, à quel point c'est d'une complexité terrible. Mais en plus, un pesticide, quand il est émis dans l'atmosphère, il peut traverser 1000 km, aller beaucoup plus loin. Donc, en plus, on a d'autres émissions qui ne sont même pas nos propres émissions. Donc c'est vraiment très complexe parce que finalement c'est un maillage global, et pour remonter à la source de qui est responsable, c'est un vrai sujet, alors que tout ça va se concentrer effectivement dans nos eaux de surface et dans nos eaux souterraines. Et une fois que ça pénètre dans les eaux souterraines, notamment par cette pluie qui va pénétrer, qui va venir faire intégrer, parce que l'eau, elle a la plus grande des qualités dans le monde et à la fois la pire, j'ai envie de dire, c'est que c'est le meilleur des solvants dans le monde. Donc en fait, elle est capable de prendre les plus belles propriétés qu'il peut y avoir à l'intérieur des terres, de la silice, on va avoir des eaux bicarbonatées sodiques, on va avoir des eaux minérales qui vont s'enrichir. Et d'ailleurs, la France est la source même de toutes les eaux minérales, des eaux thermominérales. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas ailleurs. On utilise quasiment de l'eau distillée aux États-Unis. Nous, on aime cette flore, justement, et cette capacité de l'eau à s'enrichir de cet encaissant, mais elle est aussi capable de récupérer tous les polluants au passage, et elle va les intégrer avec elle dans la pluie. On a de plus en plus de signaux de pluie acide, notamment, qui vont pénétrer dans les sols et donc qui vont contaminer les nappes. Et une fois qu'elle est dans les nappes, le vrai problème, c'est que ça se diffuse. Et donc, quand ça se diffuse, eh bien, le polluant va se diffuser partout. Et donc, c'est pas aussi simple que ça de nettoyer une nappe. Et on est vraiment, et je le dis à côté d'un représentant d'agence de l'eau, tellement impuissant par rapport à des logiques, effectivement, des logiques économiques, financières, souvent agricoles, qui ne veulent pas changer leurs pratiques. Et on est confronté à des réalités qui sont à la fois terribles parce que c'est notre avenir qui se joue. Et je vois comment les agences de l'eau, vous essayez au maximum de presque quémander le fait de limiter ces intrants, vraiment avec des aides financières pour essayer de faire comprendre. Et à quel point on est encore très très loin de comprendre qu'on est tous autour de cette même eau, de ce même bien commun qui va autant servir les usages industriels que les usages d'adduction en eau potable, que notamment ces usages agricoles, et à quel point la seule préoccupation qu'on n'a jamais, parce que nous sommes totalement anthropocentrés dans notre rapport à l'eau, eh bien, c'est la question de la nature qui a autant besoin d'eau que nous. Le moindre cours d'eau
la moindre nappe, on va mettre des forages et on va récupérer cette eau pour des besoins industriels, pour des besoins économiques. Et on ne pense jamais au fait que cette eau, ensuite, elle desservira le système. Quand on voit la souffrance des forêts, quand on voit à un moment donné cette biodiversité qui s'éteint et qui s'effondre, et en France, on n'a peut-être pas des pumas et des lions, hein, mais on est sur une des vitesses les plus rapides d'effondrement de la biodiversité. Posons-nous tout de même des questions, parce que c'est quand même les jalons du signaux de la santé de nos territoires. Donc voilà, simplement, je pense que c'est très important de jamais oublier que même une industrie, elle est incluse sur un territoire, dans un maillage global. Tu parlais d'analyse systémique. Et prenons le temps de regarder toutes les facettes de cette lornière dont on a besoin parce qu'on est totalement intégré à l'intérieur. Voilà. Merci. Je voulais juste compléter pour le côté industriel et pour répondre peut-être à la crainte qui a été formulée. En fait, la question, c'est la connaissance, effectivement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de quantité. Comme tu disais tout à l'heure, je crois, la quantité et la qualité sont tout à fait indissociables. Ce sont des problématiques qui doivent être traitées de façon parallèle, commune. Et en ce qui concerne la qualité des milieux, que ce soit les sols ou les eaux souterraines ou les eaux de surface, on progresse à grands pas sur la connaissance des micropolluants ou des macropolluants, bref, des polluants en tout genre qui peuvent contaminer nos milieux. On progresse à grands pas. Pour parler de ce que je connais, il y a des campagnes d'analyse de micropolluants depuis de nombreuses années. C'est tout à fait réglementaire. Il y a des valeurs limites d'émission. Il y a de façon très récente une campagne d'envergure d'analyse de ce qu'on appelle dans les médias des polluants éternels, etc. Donc oui, on avance vraiment très très vite sur la connaissance, même si on part de loin, il y a beaucoup de choses à faire. Et plus on connaîtra les sources exactes de contamination par certains micropolluants du milieu aquatique, plus on saura les traiter. En fait, aujourd'hui, on peut difficilement dire qu'on peut traiter un milieu dès lors qu'on ne sait pas d'où vient la pollution. Voilà. Donc ça va dans le bon sens. Hein. C'est pour rassurer que je dis ça. N'oubliez pas que sur ces campagnes, nous, Agence de l'eau, on peut vous accompagner. Non, mais il faut bien que... voilà. Et puis, n'oubliez pas non plus, juste une petite boutade, hein, là, dans la salle, vous avez quand même 70 à 75% d'eau. Hein. N'oubliez pas de quoi vous êtes constitué. Alors, petit exemple pour montrer le revers de la médaille, c'est-à-dire en fait l'effet inverse. Nous, on a eu un client qui s'est retrouvé non conforme dans son produit fini, qui était un produit alimentaire. Rentrons pas dans le détail. Okay, donc, il y a des molécules en forte concentration dans son produit fini. Ah, il dit, mince, d'où viennent ces substances? Je regarde mes nettoyages en place, quels sont les détergents que j'utilise, blablabla, parce qu'il doit y avoir des résidus qui se retrouvent dans mon produit fini. Bon, c'est pas ça. D'où vient le polluant qui lui pose problème? De l'eau en entrée de l'usine. Ah, il nous dit, mais non, je suis en eau potable. Et alors? L'eau potable, c'est des critères administratifs. Pas de bol, il est sur une substance qui vient, je ne rentre pas dans les détails, du milieu naturel, du traitement et qui lui arrive. Et il considère que parce que c'est de l'eau potable, il n'y a pas de pollution. Et on lui dit, non, quand c'est une eau ingrédient qui va rentrer dans votre produit fini, vous devez remettre un traitement, un contrôle, pour vous assurer qu'en amont, il n'y a pas de problème. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes en plus pendant toute l'année. Mais on l'a vu avec les sécheresses, les inondations et compagnie, la qualité de l'eau, elle va faire ça aussi. D'accord ? Et donc derrière, il faut arrêter de croire, on sort du monde stable, on rentre dans le monde instable. Et donc l'industriel va lui aussi être impacté par la qualité de l'eau. Et pas simplement, parce que sinon, dans mon première partie de mon discours, je me plaçais du côté émetteur. Mais en fait, non, vous êtes récepteur aussi. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu débordé sur le temps, donc je vous propose de clôturer l'atelier maintenant. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir voir les 4 intervenants de cette éco. Et ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.